Ah bah il était bien chouette ce film. Oh, j'adore. Ouais, super. Super. Du coup, on regarde autre chose, on a autre chose? Oui, bah oui, il y a le choix encore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh bah tiens. Donjons et Dragons, le film. Ah bah écoute. Ça te dit? Ouais, j'ai jamais vu. Moi non plus. On va Super. tenter? Allez. One eternity later. Oh, qu'est-ce que c'était que cette merde? Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, Greg. La mer du Nord. Allô? L'heure est venue. C'est-à-dire? L'heure est venue. Mais qui est à l'appareil? Dis que je suis pas là. L'heure est venue de parler de Donjons et Dragons, le film. Non. Non. Dungeons and Dragons, c'est un film américain. Oui, alors, film. Si on peut appeler ça un film, Oui, parce voilà. que... Attends 2 secondes, on n'a pas encore commencé. Hmm. Dungeons and Dragons est un film américain réalisé par Courtney Solomon et sorti en 1900-2000. Bref, ce film raconte l'histoire de Ridley et Snails, 2 jeunes voleurs qui vont devoir malgré eux s'associer avec la jeune mage Marina pour combattre les mages. Hop, le résumé du film, on le fait dans ma vidéo, je te rappelle. Ouais bon ok, allez voir la vidéo de chez Gilus, comme ça vous sacherez de quoi on parle. Oui, et puis toi, tu sacherais toujours pas ce que c'est qu'un Becherel, apparemment. Méfie-toi, Greg, sinon les gars de discussion de rôliste, ils vont encore gueuler. Et du coup ici, on est censé parler de l'envers du décor, c'est ça? Oui, justement, j'y viens. Donc ce film a été réalisé par Courtney Solomon en 2000. On retrouve dans le casting des personnes comme Marlon Wayans, acteur américain qui avec son frère Sean Williams sont responsables d'une gigantesque quantité de comédies d'un goût douteux dans les années 2000, et qu'on retrouve aussi dans le rôle de Tyrone dans Requiem for a Dream de Darren Aronofsky, qui est à la fois le rôle le plus marquant de sa carrière et le moins représentatif. Avec lui, Justin Whalin. Ah mais oui, je sais où je l'ai vu, c'est Jimmy Olsen dans Lois and Clark. Je vais en avoir pour toute la nuit, parce que je sais pas ce qu'il y a sur ce disque dur, mais c'est sûrement codé à un degré 5 de sécurité. Ça veut dire quoi, degré 5? C'est exact, et c'est d'ailleurs à peu près la seule chose notable qu'il ait fait de sa carrière. Et d'ailleurs, il a complètement disparu des plateaux de tournage depuis 2009. C'est sûrement un coup de Lex Luthor. Bon, en parlant du grand méchant, ici, on découvre Profion. Les mecs, on se concentre un peu là? Ouais, allez. Ouais. Le rôle de Profion qui est ici interprété par Jeremy Irons. Oh putain, mais j'adore ce mec! C'est lui qui joue Simon Gruber dans Die Hard 3. Simon Gruber, qui est le frère de Hans Gruber dans le 1, qui est joué par Alan Rickman! Bah oui, Jeremy Irons, c'est lui qui double Scar dans Le Roi Lion, qui joue Aramis dans L'Homme au masque de fer. On l'a vu récemment jouer Alfred Pennyworth dans Batman v Superman et la Ligue des Justiciers. Il joue aussi dans Mission avec De Niro, où il est génial. C'est vraiment un excellent acteur. Et ici, dans Donjons et Dragons, qu'est-ce qu'il donne? Tu n'aimes pas ça, n'est-ce pas? Tant mieux. J'utiliserai toute la rage qui est en toi. Mon destin. Venez à moi. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Mon Dieu, mais quel massacre! C'est même pas une bonne parodie de méchant. Mais pourquoi il a accepté d'être dans ce film? Alors, apparemment, il venait d'acheter un château, et il avait besoin de thunes pour renflouer ses comptes. Ah ouais, mais faire un pari aussi risqué pour de l'argent, c'est chaud quand même. Enfin bon, passons. Au casting, on retrouve aussi des acteurs comme Thora Birch, Zoe McClellan ou Bruce Payne. Vous les reconnaissez? Alors oui, attends. Ah si, c'est... Non, en fait, ça me dit rien. Exactement. On notera quand même au casting la présence sympathique de Lee Arenberg, que l'on connaît pour son personnage récurrent de... Mike dans Seinfeld! Ouais, j'avoue, je l'adore. Oui, alors en l'occurrence, je pensais plutôt à son personnage de Pintel dans la saga Pirates des Caraïbes. Et qui joue ici le rôle d'un nain qui sert à rien. Bref, le casting vend pas trop du rêve. Mais on a qui à la prod?
Le film a été produit par son réalisateur, Courtney Solomon, mais aussi par Joel Silver. Hein? Joel Silver? Mais attends, mais c'est le producteur de L'Arme Fatale, de Predator, de Demolition Man, Les Contes de la Crypte, V pour Vendetta, Matrix, Sherlock Holmes. Qu'est-ce qu'il allait foutre de l'argent là-dedans? Effectivement, Joel Silver est responsable de la production de pas mal de bons films, mais comme tout producteur, il lui arrive souvent de viser dans la masse. Et l'idée de faire un film à partir de la plus grosse licence de jeu de rôle n'était pas si mauvaise, objectivement. Bon, ça doit pas être le film qui met le plus en avant sur son CV, du coup. Bon, le film est un ratage total, mal réalisé, mal joué, mal monté. Les effets spéciaux sont lamentables, la lumière est pourrie, c'est le niveau d'un mauvais épisode d'Hercule et Xena. Les animations 3D sont vraiment moisies, on dirait du boulot de stagiaire, et pourtant, c'est de la motion capture. The main house that handled the dragons was Vision Art, and one thing that they have is great, which was really helpful for that opening scene I was talking about, is they have a motion capture stage. And so you'd get an actor in a costume, which would be hooked up, and there'd be like 8 special cameras that would touch certain sensors on him, and I could be standing at the monitor and it would look like he was a dragon at the scale we were looking for, standing in the room. Le pire, c'est qu'il y a vraiment eu du travail sur les effets spéciaux numériques. Les mecs sont même allés jusqu'à créer un logiciel exprès pour animer la scène finale. We created our own software package, what we're calling flocking, where we would hand animate only a few of the dragons, and then we can apply it to multiple dragons, basically say, and what that did was we were able to animate 75 to 100 dragons flying around back and forth and fighting each other without having to hand animate each one. Ah bah ça, quand on veut des dragons mais qu'on n'a pas le budget, genre 2 fois moins que Cœur de Dragon apparemment selon le réalisateur, ben l'image de synthèse elle se voit beaucoup, beaucoup trop même. Et le pire, c'est que Courtney Solomon dira de Cœur de Dragon que le dragon qu'on voit dans le film, eh ben il ressemble pas à un dragon. Pour en revenir au film, parce qu'on ne t'oublie pas, film, l'intrigue est inintéressante au possible et ça n'a pas grand chose à voir avec l'univers de Donjons et Dragons. Et le film fut un échec total au box-office, ayant à la base coûté la bagatelle de 45 millions de dollars, pour n'en avoir apporté que 34 millions sur toute la durée de son exploitation, dont 15 millions uniquement pour les États-Unis. 45 millions 45 millions de dollars pour cette merde. Mais on est en droit de se demander, mais où est parti cet argent? Je vous rappelle à titre de comparaison que c'est la moitié du budget du premier Seigneur des Anneaux. Ça m'étonne pas maintenant que plus personne ne veut mettre de l'argent dans une prod Donjons et Dragons. Et le film est sorti 1 an avant Le Seigneur des Anneaux, je le rappelle. Hein. Et 7 ans après Jurassic Park. Et 12 ans après Willow. Et 18 ans après Conan le Barbare. Et 27 ans après... Si vous aimez cet épisode, pensez à liker et à partager la vidéo autour de vous, et jeter un œil au reste de la chaîne. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir nous soutenir sur notre Tipeee. Le film a été extrêmement mal noté sur la plupart des sites critiques, et il a même été élu 39e plus mauvais film de tous les temps par le magazine Empire en 2010. Mais tout de même, je sais que les adaptations de licence, c'est pas toujours évident, mais à ce point-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu compliqué à expliquer, mais on peut essayer de corroborer certains faits. Alors déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le premier projet de film Dungeons & Dragons qui était mis en chantier. Au début des années 80, Gary Gygax avait laissé la gestion de la maison mère TSR à ses 2 principaux associés, les frères Bloom, tandis que lui s'occupait d'une filiale sur la côte ouest, Dungeons & Dragons Entertainment, à qui on doit notamment la série animée Dungeons & Dragons, qui s'appellera en VF Le Sourire du Dragon. Le Sourire du Dragon? Mais c'est quoi ce nom débile? Je peux t'assurer que moi je vois un dragon me sourire, je me casse en courant, mais direct. Attends, la série parle d'un petit groupe de jeunes aventuriers, probablement niveau 1, qui vivent une quête simple dans un monde fantasy. Devine quel est le premier monstre qu'ils rencontrent? Je sais pas, moi, un kobold? Un gobelin? Un rat? Ariel Dombal? Oh, regardez! Là-bas, c'est Tiamat le dragon! Tiamat! Oui, Tiamat, le putain de dragon à 5 têtes ultime, Tiamat! Ouais, il y a des choses marrantes à raconter sur cette série, mais là aussi je pense qu'on en reparlera plus tard. À toi, Uni, essaie!
La série animée, produite par CBS, a eu son petit succès sur les chaînes pour enfants, et Gygax se met à rêver d'un projet de film sur Dungeons & Dragons, à une époque où la fantasy commençait à apparaître au cinéma avec des films plutôt réussis comme Excalibur de John Boorman en 1981, ou Conan le Barbare de John Milius en 1982. Film qui a participé à la célébrité d'Arnold Schwarzenegger 2 ans avant Terminator, et dans lequel il fout une patate de malade à un chameau pour le mettre KO. No fake. Est-ce que tu as déjà vu ça? Hein? T'en crois pas tes yeux? Tu es trop fort pour être un voleur. Bref, du coup Gygax démarre son projet de film, rassemble des investisseurs et des producteurs, il écrit le scénario, il récupère dans la foulée John Boorman, le réalisateur d'Excalibur, pour s'occuper de la réalisation de son futur film, et il obtient l'accord d'un acteur mythique pour jouer le méchant du film. À votre avis, de qui il s'agit? Anthony Hopkins? Non monsieur. Alec Guinness? Non, encore plus mythique que ça. Orson fucking Welles. Oh putain. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Non, Orson Welles dans un film Donjons et Dragons, ça aurait été vraiment mythique. Ah mais carrément, le film qu'on aurait tous voulu voir. Un peu comme le Dune de Jodorowsky par exemple. D'ailleurs, Orson Welles devait aussi jouer dedans. Sauf que, il est où ce film? Bah en fait, quand Gygax a voulu piocher dans les sous de TSR pour lancer le financement du film, il s'est vite rendu compte que les frères Bloom n'avaient pas vraiment géré correctement les sous de sa boîte pendant son absence, et il restait plus grand chose. Bref, on passera sur les détails pour cet épisode, mais du coup, ce projet de film a été mis en stand-by, et suite à de nombreuses déconvenues financières chez TSR, puis au renvoi de Gygax par Lorraine Williams en 1985, le projet ne ressortira plus jamais vraiment des tiroirs. Hello, darkness, my old friend. Pour en revenir à Courtney Solomon, dans les années 80, il monte une boîte du nom de Sweet Pea Production, avec pour but de réaliser une série télé de science-fiction ou un MMORPG. Un MMORPG, oui. Dans les années 80. Alors après, c'est les infos que j'ai eues, à savoir. Alors attends, d'un côté faire des séries de SF, et de l'autre faire un MMORPG? Ouais, ça n'a rien à voir. D'autant que, dans les années 80, faire un jeu de rôle en ligne, c'est complètement absurde. Il n'y avait même pas internet à l'époque. Bref, suite à cela, Courtney Solomon a acquis les droits d'exploiter Dungeons & Dragons en 1990 auprès de TSR. Il faut savoir qu'à l'époque, TSR n'allait pas au meilleur de sa forme économiquement, que Dave Arneson n'était plus dans la boîte depuis un bon moment déjà, et comme Gary Gygax venait de se faire virer quelques années plus tôt, il n'a absolument pas eu son mot à dire sur la production du film. En fait, il est fort probable que Lorraine Williams ait refilé les droits du film au premier venu pour couper l'herbe sous le pied de Gygax, les deux personnes ne s'aimant pas beaucoup. D'ailleurs, Solomon avoue ne jamais avoir rencontré Gygax avant la sortie du film. Par contre, Justin Wheeling, l'acteur principal du film, a découvert Donjons & Dragons à la Gen Con précédent tournage, dans une partie maîtrisée par Gygax lui-même. En gros, c'est à peu près le seul lien indirect qu'il a avec le film. Courtney Solomon, je le rappelle, a quand même un pied trempé dans le monde des jeux de rôle puisque c'est lui qui a fondé Imperium Games en 1996 pour gérer la licence de Traveller, et il a dû batailler pendant une décennie avant de voir naître concrètement la production du film Dungeons & Dragons. Alors là, le problème, c'est que pour essayer de comprendre le pourquoi du carnage de ce film, généralement, il y a deux versions. La première version serait que Solomon ne voulait que produire le film, pas le réaliser. Mais Solomon s'est retrouvé propulsé réalisateur du film alors qu'il n'avait aucune expérience dans le domaine. I had grown up in the film business in Toronto, and I was going to go to film school. But I learned it doesn't matter if you went to film school, because really you need to know somebody to get into the business, and the best experience you're going to have is just practically doing it and getting jobs. Cut to a quick POV. So I thought to myself, I need to make my own movie. Ensuite, il semblerait aussi qu'il avait déjà écrit un scénario, mais que celui-ci n'avait pas été accepté par les ayants droit de la licence Dungeons & Dragons, c'est-à-dire TSR et Wizards of the Coast, suite à quoi il lui aurait imposé le scénario dont on voit le résultat dans le film. La seconde version serait qu'il avait démarché différents réalisateurs à l'époque pour faire le film, à savoir James Cameron et Francis Ford Coppola, mais il aurait finalement refusé de travailler avec eux pour ne pas perdre le contrôle artistique du film. Eh ben, ça valait le coup, tiens. Mais il y a un truc que je pige pas. Tu dis qu'on lui a imposé le poste de réalisateur, mais que c'est lui aussi qui a voulu terminer le projet tout seul. Il est pas clair, le type. Exactement. Et pour ce qui est de ces différences de versions, le problème vient de Courtney Solomon lui-même.
En effet, pas évident de trouver des informations sur la création du film aujourd'hui, si ce n'est quelques interviews de Solomon. Et en fait, son discours au moment de la sortie du film a beaucoup évolué par la suite, passant de « Je suis un super réalisateur, j'ai fait un super film, vous allez vouloir me faire l'amour » à « C'est pas de ma faute si le film a pas marché, c'est la faute de la production. Et en vrai, je m'en fiche que les médias critiquent mon film. L'important, c'est qu'il y ait des gens qui le regardent. » Spoiler alert, y a personne qui était voir ton film. Il faut savoir que sur un tournage, le réalisateur, c'est le chef d'orchestre, le véritable maître à bord, celui qui va donner l'ambiance et prendre les décisions qui vont aboutir jusqu'à l'œuvre finie. Et comment ça s'est passé sous la direction de Courtney Solomon ? Eh bien voici pêle-mêle un florilège d'anecdotes et de mauvaises décisions qui ont mené droit à la catastrophe. Première décision, Solomon dit ne pas avoir voulu utiliser d'univers canon de Dungeons & Dragons, comme les Royaumes Oubliés ou Dragonlance, afin de rendre le film plus simple et accessible au grand public d'une part, et de ne pas avoir à être ultra précis sur la connaissance de ces univers d'autre part, afin d'éviter de se prendre la foudre des joueurs. Afin d'éviter la foudre des joueurs. Oui, il a vachement bien réussi son coup, hein. Pourtant, à la base, vouloir créer son propre univers pour le film Donjons & Dragons, ça part d'une bonne idée. Ouais. Pas canon, pas canon. En attendant, il l'a bien gardé, le Donjons et Dragons bien vendeur, hein. Oui alors, vendeur je sais pas, oublie pas que le film est sorti en 2000, c'est-à-dire là où le jeu de rôle était vraiment dans le creux de la vague. Si le projet originel de film de Gary Gygax était sorti dans les années 80, là, il aurait vraiment profité d'un gros plus médiatique. Autre chose à savoir, le tournage en République tchèque était très restreint en termes de temps, avec des fois la nécessité de tourner très rapidement les scènes de Marlon Wayans, car celui-ci devait repartir directement en Concorde aux USA pour tourner Requiem for a Dream. Waouh, tu te rends compte, Greg ? Ce type a joué dans le meilleur film et le pire film de sa carrière en même temps. En même temps. Il a été un acteur quantique le temps de 2 tournages. Du coup, le tournage a été éprouvant pour toute l'équipe, qui enchaînait parfois jusqu'à 19 heures de travail par jour non-stop, et ça a provoqué quelques accidents, notamment Justin Whaling qui s'est ouvert le cuir chevelu sur une pierre lors d'une scène de combat. Des conditions de tournage lamentables, sans doute la meilleure recette pour rater un film. D'ailleurs, Jeremy Irons dira que c'est sans doute un tournage le plus chaotique qu'il ait jamais connu. Bon maintenant, parlons un peu de la fin du film. Désolé pour le spoil, mais en même temps, pour un film sorti il y a plus de 15 ans, il y a prescription. Oui, et puis bon, ça va, hein. Pour ce que tu vas spoiler, c'est pas méchant non plus, hein. Tiens, c'est pas comme si tu disais par exemple qu'à la fin d'Infinity War, Thanos il prend son... Ah! Du coup, dans cette fin, les héros restants pleurent sur la tombe de Snails, qui est donc mort, hein, parce que c'est un peu le principe d'une tombe. Sauf que l'elfe annonce qu'elle a le pouvoir de le retrouver, et ils se rassemblent tous comme une sympathique bande de membres de Captain Planet, et ils se font désintégrer. Ah oui, et aussi on termine sur le plan d'un cimetière. Là où on met les morts. Pour conclure le film. Voilà. Un peu comme si Solomon voulait enterrer son film direct, ou assumer qu'il a tué la licence. Ben c'est un peu ça, ouais. Ben oui, au cinéma, quand tu montres un truc, c'est censé avoir du sens. Alors après, avec Courtney Solomon, faut peut-être pas trop lui en demander, mais bon, un cimetière, c'est quand même pas anodin. Le truc, c'est qu'à la base, ils avaient tourné une autre scène finale alternative, dans laquelle on retrouvait Ridley, et on assistait à son adoubement. Ils auraient pu se creuser la tronche pour trouver un autre nom. Je sais pas, moi... chevaliérisation. Et là, on n'a rien à vous montrer parce que la scène a été jugée trop mauvaise par le réalisateur lui-même, qui a décidé de la couper au montage, et elle apparaît même pas dans un quelconque bonus DVD. Allez hop, sous le tapis. D'ailleurs, Dave Arneson, l'un des 2 créateurs de Donjons & Dragons, apparaît dans cette scène, qui a été coupée au montage, et qu'on peut voir nulle part. Le caméo qui sert à rien, quoi. Lorsque j'ai acquis les droits de Dungeons & Dragons, je rêvais d'un film à 100 millions de $.
Toutefois, toutes mes démarches auprès des grands noms de la réalisation ont échoué. Les studios n'étaient pas partants car ils n'ont jamais fait d'argent avec ce genre, c'était une question de business. Cela ne m'a pas découragé et je crois qu'après Dungeons & Dragons, on va voir sur nos écrans de nombreux films de fantasy, et je ne parle pas seulement de The Lord of the Rings ou d'Harry Potter, je pense être à l'origine de ce revival fantasy. Il est pas sérieux. Ah oui, donc là on est vraiment dans le déni le plus total. Mais c'est pas tout. Honnêtement, on a essayé de rester le plus objectif possible en analysant le processus de création de ce film. Et pour le coup, je me suis même tapé quasiment tous les interviews disponibles de Solomon. Le truc, c'est que quand on l'écoute, d'une, on a l'impression d'entendre un gamin qui assume pas ses bêtises, et de deux, quand il parle de l'avenir de son film, on a plus l'impression d'entendre le capitaine du Titanic juste avant le départ. Je me demande ce que Gygax a pensé de ce film, lui qui rêvait d'en faire une adaptation à la base. Gary Gygax aurait dit du film que tout est bon à jeter. Merci. Bon, bah heureusement on en a fini là, pas vrai? Quoi? Vous êtes pas sérieux? Si, Alex. Si. Ils ont fait un jeu de rôle adapté du film, dont le PDF était disponible directement sur le DVD du film. Mais attends, mais le film il est lui-même adapté d'un jeu de rôle, c'est complètement débile. Oui, mais vois-tu, quand il y a de l'argent à se faire, tout est possible. Un petit peu comme Street Fighter The Movie The Game. Vous savez bien, le jeu adapté du film adapté du jeu. Oh là là. Bon, on en a fait le tour là? Hélas. Oui, parce que maintenant, va falloir qu'on s'occupe de la suite. De quoi? Parce qu'il y a une suite? Non, 2 suites. Non. Non. Aucun espoir alors. Pas tout à fait. En 2021 est prévue la production d'un nouveau film Donjons et Dragons, cette fois-ci calé sur l'univers des Royaumes oubliés. À voir. Ah, et c'est qui s'en occupe cette fois? Rob Letterman. Attends, regarde le reste de l'équipe, il y aura peut-être une bonne surprise, on sait jamais. Attends-moi! Alors, petit erratum, il semblerait que pendant le montage de cet épisode, la production du futur film Dungeons & Dragons ait décidé de changer de réalisateur. Il ne s'agit donc plus de Rob Letterman, mais de Chris McKay, connu notamment pour la saga des aventures Lego au cinéma, ce qui nous rassure un peu. Nous pouvons désormais continuer à regarder le suicide de Gilus. Merci.